10 jours après le meurtre effroyable de Lola, sa mère, son père et ses 2 frères lui disent adieu. Une cérémonie qu'aucun parent ne souhaiterait vivre, mais qu'ils ont voulu partager via des haut-parleurs avec des centaines d'anonymes, unis dans la douleur, devant la collégiale Saint-Omer. Parmi les hommages, celui de son grand frère. Quand tu es revenu d'un week-end avec une médaille où tu avais été nommée championne de France de gym, j'étais tellement fier de toi. Et je le suis toujours d'ailleurs. J'espère que j'ai été assez présent pour toi dans ta vie, même si j'ai l'impression qu'on n'a rien pu faire ensemble, tellement que c'est passé vite. Tu vas me manquer, enfin tu vas nous manquer. Et sache que tu resteras toujours dans mon cœur. Je t'aime, ma petite sœur. Lola a été inhumée au cimetière de l'Hilaire, dans l'intimité familiale. Une jeune adolescente, victime d'un crime que personne n'est encore en mesure d'expliquer. Enquête sur une dérive barbare. Tout commence par une angoisse qui monte inexorablement. Le 14 octobre dernier, en plein après-midi, Lola, 12 ans, ne rentre pas chez elle après ses cours au collège. Son père part à sa recherche dans les rues du quartier. Le papa il s'est présenté dans la structure où je travaille et en montrant des photos et des vidéos de sa fille à des collègues ainsi qu'à des enfants qui habitent ici. Et en disant que sa fille elle est toujours pas rentrée du collège, qu'il s'inquiétait et qu'il ne savait pas où elle était. Donc il a posé plein de questions, si on l'avait vue dans le quartier ou pas. Et il était hyper inquiet, pas bien du tout. Le père de Lola, gardien d'immeuble, a alors l'idée de visionner les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du hall de leur résidence. Et sur cette image, il découvre qu'à 15h17, sa fille est entrée dans l'immeuble accompagnée par une femme. L'inconnu ressort seul 90 minutes plus tard, habillé différemment, avec une malle et 2 valises. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps? Où se trouve la collégienne? Le père de Lola appelle son épouse qui est au même moment au commissariat du quartier pour donner l'alerte. Une équipe de police se rend sur place. Adrien en fait partie. On est parti avec des équipages, donc il y avait la police secours et la BAC qui sont venus avec nous. Et donc on est allé directement dans l'immeuble de la petite Lola pour déjà vérifier les caméras, donc les dires de ses parents, voir de nous-mêmes ce qu'on pouvait y trouver, et ensuite faire une enquête de voisinage. C'est là aussi où on a effectivement visité les parkings. Et quand du scotch et le cutter ont été découverts, on a commencé vraiment à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? On pensait qu'il y avait de fortes chances quand même qu'elle ait fini par être enlevée, mais on n'imaginait pas le pire. Le pire, la mort de la collégienne. Les policiers s'activent, ils savent que le temps est compté, mais vers 23h, c'est un SDF qui fait basculer l'enquête. Une personne aurait signalé une caisse avec un corps à l'intérieur. Et c'est un équipage qui passait à ce moment-là dans la rue et qui va descendre du véhicule et aller vérifier. Et là, ils trouvent dans la caisse ce qu'ils identifient comme le corps d'une fillette recroquevillée. Donc nous, on va entendre tout ça sur les ondes. Et on va aller voir, bien sûr, hein, pour être certain qu'il s'agit bien de la petite Lola. Dès les premières constatations, les policiers comprennent que Lola a été victime de violences atroces. Tous les soupçons portent désormais sur la femme filmée dans le hall de l'immeuble. Qui est-elle? Que sait-elle?
Grâce à des témoignages et des images de vidéosurveillance, les policiers parviennent à reconstituer son parcours, le début d'une incompréhensible cavale. Il est 16h48 ce 14 octobre, quand l'inconnu ressort de l'immeuble avec une caisse noire à roulettes et 2 petites valises. La jeune femme interpelle alors des passants. Elle propose à quelqu'un de l'aider à bouger la malle. Elle parle de l'indemniser s'il lui donne un coup de main, s'il l'aide. Elle parle de trafic d'organes. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de dissimuler son acte, c'est quelqu'un qui fait tout pour se faire remarquer. Le témoin va se présenter et qui va nous dire avoir été en contact avec une femme à l'attitude très étrange et que lui aurait éventuellement, au bout de quelques temps, fini par comprendre que peut-être il y avait un cadavre dans cette boîte, dans cette caisse. Confrontée à plusieurs refus, la suspecte appelle un de ses anciens flirts, Rachid N, un chauffeur de VTC. Il est environ 18h, lorsqu'ensemble, ils chargent la malle dans son véhicule et se rendent à son domicile à Asnières-sur-Seine, situé à une petite quinzaine de kilomètres. Rachid N expliquera aux enquêteurs que Dabia s'est d'abord changée, qu'elle a ôté ses vêtements et les a placés dans la machine à laver, qui lui a prêté un bas de survêtement, un sweat à capuche, et qu'ensuite ils sont ressortis de l'appartement, laissant derrière eux la malle et les 2 valises cabines que transporte Dabia pour aller dîner dans un kebab du quartier. Vers 22h30, la jeune femme lui demande alors de la raccompagner chez sa sœur rue Manin, là où il est venu la chercher 4 heures plus tôt. Mais cette fois, il refuse. Il appelle un VTC qu'il paye lui-même et raccompagne la suspecte, sa malle et ses 2 valises jusqu'à la voiture. Le chauffeur propose son aide pour porter cette malle assez volumineuse, pour la charger dans le coffre. Mais d'après le témoignage de ce chauffeur, toujours, Rachid N aurait refusé son assistance, refusé son aide, en lui disant même « toi tu ne touches pas à la malle ». Rachid N savait-il ce que contenait la malle? Il est aujourd'hui mis en examen pour recel de cadavres. Il conteste le fait d'avoir eu connaissance de ce qu'il y avait dans cette fameuse malle, qu'il s'est retrouvé malheureusement transporté. Il n'a pas l'impression forcément d'avoir été piégé, d'avoir peut-être été un peu naïf, d'avoir fait confiance à une personne qui finalement il ne connaissait pas outre mesure. Et son sentiment, c'est qu'il est juste bouleversé. La jeune femme s'installe à l'arrière du VTC et reprend la direction du 19e arrondissement. Un étrange dialogue se noue alors entre le chauffeur et la meurtrière présumée. Il y a une conversation badine sur leur situation professionnelle respective. Dabia B amorçant la conversation en lui demandant si les affaires marchent bien. Dabia B se présente comme une livreuse Uber Eats. Et d'après toujours son témoignage, il lui demande à son tour si les affaires marchent bien. Et elle répond là de manière assez glaçante, semble-t-il, et assez froide en tout cas, que cette question-là ne le regarde pas. Et donc ça met un terme au début de conversation. Et puis dans un deuxième temps, le chauffeur se souvient c'est une anecdote, mais qui fait froid dans le dos avec le recul, il se souvient qu'elle réclame avec beaucoup d'insistance des bonbons. Des bonbons dont il ne dispose plus. Habituellement, les chauffeurs VTC ont un petit stock de bonbons, de boissons. Lui n'a plus de bonbons, visiblement. Et pourtant, Dabia B réclame ça avec une certaine insistance. En arrivant à proximité du 119 de la rue Manin, la passagère passe un coup de téléphone, dont le chauffeur est témoin. L'échange est très houleux, il y a des insultes, un ton très très véhément. Et Dabia B demande à sa sœur de lui prêter main forte, de l'aider à transporter ses bagages volumineux une fois qu'elle sera arrivée à destination. Sa sœur refuse. Après 4 heures d'errance, la suspecte traîne la malle avec difficulté dans la cour de l'immeuble. C'est là qu'elle l'abandonne, avant de s'enfuir. Elle va passer un coup de téléphone à une autre de ses connaissances. Elle va prendre ensuite le tramway, ligne 1, jusqu'à Bois-Colombes, et c'est là qu'un homme vient la chercher pour la ramener chez lui. C'est ici qu'elle passe la nuit.
L'homme qui l'accueille prévient son colocataire alors absent qu'il n'est pas seul dans l'appartement. Il m'a envoyé un message à 2h du matin, je suis avec un nana. Dans la cuisine. Et moi, j'ai pas aimé ça. Quand j'ai rentré, j'ai dormi direct, j'ai pas parlé avec lui. Parce que des fois, il fait n'importe quoi. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas. Moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Elle est venue combien de fois ici, chez vous? C'est la première fois. La police intervient dans l'appartement le lendemain matin, à 7h40, et interpelle la jeune femme. Elle est conduite dans les locaux de la brigade criminelle pour être interrogée, aux côtés de 5 autres personnes qu'elle a sollicitées depuis la veille. Les enquêteurs commencent par poser un nom. Elle s'appelle Dabia, elle a 24 ans. Cette Algérienne est arrivée en France il y a 6 ans, avec un visa d'étudiante. Elle est très active sur le réseau social TikTok, où elle publie de nombreuses vidéos. Elle y apparaît, toujours apprêtée, souriante, très loin de la barbarie qu'elle va d'abord décrire aux policiers. Dabia B leur raconte froidement le calvaire qu'elle aurait fait subir à sa jeune victime. Elle raconte qu'elle a attiré Lola dans l'appartement de sa sœur, qu'elle lui a fait prendre une douche, qu'elle l'a violée et qu'elle lui a scotché notamment le visage. Elle lui a entouré le visage de scotch et d'après les résultats de l'autopsie, c'est ce qui a provoqué la mort de l'enfant, c'est-à-dire une asphyxie. Et elle raconte également qu'elle lui a apporté des coups de couteau et de ciseaux post-mortem, plus d'autres détails qu'on a choisi de ne pas révéler et dont on ne sait même pas en réalité s'ils sont vrais. La découverte de cette barbarie absolue va glacer d'effroi la France entière. Au pied de l'immeuble où résidait la collégienne, un parterre de fleurs et de bougies. Oui, on va mettre ça là-bas. Les passants, les voisins, viennent se recueillir et rendre hommage à Lola. Je suis venue mettre des bougies pour notre petite voisine qui a disparu et mettre un peu d'encens parce que c'était une enfant et voilà, pour que ça sente bon et qu'on ne l'oublie pas, qu'elle reste toujours dans nos cœurs. Ça nous chamboule. Franchement, moi je suis complètement retournée. Une réalité particulièrement difficile à accepter pour les riverains qui connaissent Lola. Lola est mon neveu. C'était quand cette photo? Ça s'est fait il y a 2 ans et demi. Cette mère de famille l'a accueillie plusieurs fois chez elle. Je connais Lola, ça fait presque 3 ans. C'est la copine de ma fille. Elle était tout le temps chez moi, Lola. Sa maman me connaît très bien. C'est une petite, gentille. Elle est très très gentille, Lola. Elle a du karaté. Elle ne se laisse pas faire. Elle est gentille. Ma fille, elle ne fait que regarder les TikTok qu'elle a fait avec Lola. Elle n'est pas du tout bien. Elle me dit, maman, Lola, c'est fini. J'ai dit, ben oui. Franchement, c'est dur. Des enfants traumatisés. Emma, accompagnée de sa maman, vient déposer un bouquet pour celle qui était sa meilleure amie. On se connaît depuis très petite et c'était important pour moi de venir ici. C'était important parce qu'elle le mérite. Elle aimait beaucoup le foot, elle aimait, en fait c'était un peu en gros un garçon manqué. Et elle aimait bien ça et être une chipie avec les garçons, s'habiller comme eux, parler comme eux. Et elle était assez drôle quand même, j'avoue. Vous rigoliez ensemble? Exactement. Là pour moi c'était un peu une irréalité parce que on rigolait encore vendredi et je pense que toute ma classe sans doute pas vraiment de combien elle va nous manquer. Alors que dans le quartier de Lola le traumatisme est total, les enquêteurs tentent d'en apprendre plus sur la principale suspecte, Dabia B. À son arrivée en France, c'est ici qu'elle vit avec sa mère et ses 2 sœurs, à Brie-sur-Marne, à moins d'une vingtaine de kilomètres de Paris. La jeune femme, scolarisée à proximité, rate son bac et termine le lycée sans diplôme.
Les morts consécutives de son père, resté en Algérie, puis de sa mère, victime d'un cancer, semblent provoquer un changement soudain de son caractère. Mohamed, 23 ans, affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse il y a quelques années. Ils avaient d'ailleurs repris contact dernièrement. Elle était jalouse avec moi. Par exemple, ne regardez pas cette fille, mais elle parlait violemment. Pourquoi tu regardes cette fille et tout, tu vois, genre elle me grondait, elle me criait dessus. Pour son ex-compagnon, elle était fortement perturbée depuis la mort de ses parents. C'est vrai qu'elle avait un peu perdu les boules par rapport à sa mère et à son père. Elle a perdu les boules dans le sens où elle marchait un peu, elle parlait toute seule. Genre elle parlait entre ses lèvres et moi je lui disais, t'as dit quoi? Rien, c'est entre moi et moi. Elle m'a dit je suis déboussolée, elle dormait avec n'importe qui. Vous voyez, elle était dehors, elle était genre SDF un peu, elle dormait avec n'importe qui. La vie de Dabiabé se complique encore le 21 août dernier, au hasard d'un contrôle d'identité. On sait qu'elle est interpellée fin août, là cet été, en région parisienne, dans un aéroport, par les services de police qui se rendent compte que son titre de séjour n'est plus valable. Ils vont lui notifier une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. En théorie, elle a 30 jours pour quitter le sol français, ce qu'elle ne fait pas. Mais comme elle disparaît des radars, qu'elle n'est pas recherchée, qu'elle n'est pas une délinquante, qu'elle est inconnue des services de police, elle n'est pas à nouveau interpellée, elle n'est pas par exemple placée en centre de rétention et elle va donc disparaître des radars. Dabiabé est auditionné une dizaine de fois pendant ses 48 heures de garde à vue. Face aux enquêteurs, elle fait preuve de détachement et d'une totale froideur lorsqu'elle évoque les faits. Elle est très froide. Hein. Elle dit oui, j'ai fait ça, j'ai rien ressenti, ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que moi j'ai été violée quand j'étais enfant et parce que j'ai vu mourir mes parents. Et puis ensuite, les 2 dernières auditions, elles se décalent par rapport à la réalité. Elle dit mais j'ai été agressée avec un couteau. On n'imagine pas Lola agresser Dabiabé avec un couteau. Et puis je me suis retrouvée face à un fantôme. Lola n'est pas un fantôme. Elle leur dit non, c'est pas possible que j'ai tué un enfant. Je peux pas avoir tué un enfant. Donc imaginez cette espèce de décalage entre le début de sa garde à vue et la fin de sa garde à vue. Dabiabé est mise en examen, puis présentée à une juge des libertés et de la détention. Le 18 octobre, en fin de journée, les journalistes découvrent le visage de la principale suspecte du meurtre de Lola. Quand elle entre dans le box, ce qui surprend quand on sait la cruauté des faits qui lui sont reprochés, c'est son aspect juvénile. On a une jeune femme en jean, t-shirt avec un sweat noué sur les épaules qui s'assied dans son box, qui a l'air très décontractée. Elle va s'accouder même à sa chaise. Et nous, dans la salle, on a une poignée de journalistes à la dévisager et elle soutient notre regard avec persévérance. Elle a vraiment un regard assez noir, assez glaçant. Et en même temps, elle paraît très calme et ne paraît pas vraiment mesurer la gravité des faits et l'ampleur de ce qui lui est reproché. Une interrogation domine. Quel peut être le mobile de ce meurtre atroce? Dans un premier temps, Dabiabé évoque un différend futile avec la mère de Lola. Dabiabé, en garde à vue, a expliqué qu'elle avait eu un échange, une altercation avec la gardienne de l'immeuble où habite sa sœur, la gardienne de l'immeuble étant la maman de Lola, au sujet d'un pass Vigic dont elle aurait souhaité bénéficier. Dabiabé explique que ça a un lien avec les faits, puisque en voyant le visage de Lola, elle aurait revu celui de sa maman, et c'est ce qui aurait ensuite déclenché son acte criminel. Dabiabé est placée à l'isolement dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Fresnes. Elle sort très peu en promenade et regarde beaucoup les journaux télévisés. Elle semble fascinée par sa propre affaire. Son discours est jugé cohérent par un premier psychiatre. D'autres expertises vont être ordonnées. Elles devront notamment établir quel était son état psychique au moment de son passage à l'acte présumé. Cette question sera déterminante pour la suite. À l'issue, les psychiatres diront si, selon eux, Dabiabé est accessible ou non à une sanction pénale. S'il est accessible à une sanction pénale, elle ira devant une cour d'assises. S'il est accessible à une sanction pénale, c'est-à-dire si son discernement a été aboli, abolition du discernement,
elle sera remise au monde de la psychiatrie. Elle ira dans un hôpital. Une hospitalisation qui ne serait pas synonyme de liberté, tente déjà de justifier son avocat. Dès lors qu'une personne est déclarée pénalement irresponsable, elle va effectivement dans un hôpital psychiatrique spécialisé qui se rapproche un petit peu du milieu carcéral, ultra sécurisé. Le médecin psychiatre en question n'est pas seul, il travaille en concertation avec d'autres et ça n'est pas au bout de 5 à 7 années que celui va prendre quelques décisions que ce soit de libération si jamais il l'entend. Ainsi, une personne peut parfaitement passer l'intégralité de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Dabiabé a été mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans, accompagné de viol sur mineur, torture ou acte de barbarie. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. De son côté, selon le maire de Fouquerolles, les parents de Lola auraient décidé de quitter Paris et d'emménager dans le Pas-de-Calais dont ils sont originaires. La réaction d'une famille face à un impossible deuil.